Nous revoilà sur le plateau télé de la REF 2021 pour parler relance responsable. Alors, financer l'économie pour relancer la machine après une crise mondiale, oui, c'est nécessaire. La financer à travers des financements durables et responsables, c'est encore mieux. On a vu émerger et on voit maintenant que l'idée d'investir massivement de façon plus responsable fait désormais consensus auprès des différentes instances qui nous gouvernent. Cela sous-entend des évolutions du cadre législatif notamment et réglementaire. Quelles conséquences et quels enjeux pour les différents acteurs, investisseurs comme entreprises? Nous allons voir ça avec nos invités. On fait le point avec Philippe Brossard, directeur de la recherche, du développement et de l'ISR chez AG2R La Mondiale, et Arnaud Faller, directeur des investissements chez CPR Asset Management. Bonjour à tous les deux. Alors, bonjour Camille. En intro, on va peut-être refaire un petit point contextuel. On voit une vraie volonté de faire de la relance une relance plus responsable, avec donc des financements eux aussi responsables et des investissements responsables. On parle beaucoup de green bonds, d'ISR, voilà, il y a plein de nouveaux mots qui apparaissent. Est-ce qu'il y a eu un effet booster de la crise, Philippe? Alors il y a sans doute eu un effet de promotion des plans de relance et d'investissement dans le monde liés à la crise du Covid, mais ça s'est mélangé aussi à un facteur même qui a peut-être été plus puissant. C'était le tournant politique aux États-Unis, qui était inattendu, puisque la victoire de Biden a surpris. Elle n'était pas dans les sondages quelques mois avant, et Biden a été élu sur un plan, enfin en tous les cas l'aile gauche du Parti démocrate, dit de Green New Deal, c'est-à-dire refaire un peu ce qu'avait fait autrefois Roosevelt pour sortir de la crise financière, mais orienter plus particulièrement les investissements vers la transition énergétique et puis aussi la lutte contre les inégalités, avec donc des buts à la fois environnementaux et sociaux. C'était un grand choc. Non seulement parce que les États-Unis ont pris cette direction, il a été élu, mais aussi parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, on a pu construire une victoire électorale, peut-être même un certain consensus. Les républicains sont peut-être pas si loin de ça que de suivre cette volonté d'investissement de l'administration Biden autour de ce thème de l'investissement responsable, durable, sur des plans notamment environnementaux. Et ça, c'est un vrai changement, le fait que ça fasse consensus. Et l'Europe et la France ont joué un rôle important. Oui, je suis d'accord avec Philippe. Le Green New Deal a été un déclencheur, mais c'est vrai que l'Europe aussi, et c'est la bonne nouvelle, d'ailleurs, elle est plutôt leader dans le domaine. À la limite, je voudrais donner deux exemples. Tout d'abord, par exemple, sur le plan hydrogène. On sait très bien que l'hydrogène, ça sera une des plus grandes sources d'énergie dans l'avenir. Il y a des gens qui évoquent que 25% de l'énergie viendra de l'hydrogène en 2050, donc c'est énorme. Et donc le plan hydrogène de l'Europe est puissant, et en gros ils ont identifié 1000 projets bien précis avec un déploiement assez rapide, et il nous semble que c'est vraiment la bonne direction. Et du côté réglementaire, évidemment, alors la France a bien joué son rôle en Europe. Donc, il faut, par exemple, cette année, on a vu l'émergence de la SFDR, la directive qui permet et qui incite les gestionnaires d'actifs, mais aussi le monde institutionnel, à publier leur politique d'intégration des critères E, S et G dans leur politique d'investissement. Et tout simplement, c'était la France qui avait innové via l'article 173 à l'époque, il y a quelques années. Et au passage, la France accélère aussi, puisque dans la loi énergie-climat récemment, on doit prendre en compte évidemment le risque climat, mais aussi le risque lié à la biodiversité, parce qu'on sait que d'abord les deux sont liés, et on sait aussi que c'est un vrai enjeu pour les prochaines années. Oui. Alors la France, vrai moteur, surtout sur le cadre réglementaire, si je vous entends bien. À côté de l'Europe qui effectivement dépense quand même pas mal d'argent dans les derniers, encore une fois, il a fallu quand même obtenir l'unanimité des 27, ça n'a pas été facile, mais finalement on l'a obtenu. Oui. Et est-ce que, à trop vouloir réglementer, est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre un tout petit bémol en disant attention, formaliser oui, standardiser oui, dans une certaine mesure, notamment, je pense aux TPE, PME, aux petites structures, aux petites entreprises qui peut-être auront du mal à mettre en place. Ce mouvement européen réglementaire est très important. Pour l'essentiel, je crois qu'il va dans le bon sens. Il aide à flécher l'épargne des Européens vers ces investissements ciblés vers la transition énergétique
ou des objectifs sociaux de réduction des inégalités, d'éducation, etc. Ça va dans le bon sens, mais ça s'accompagne en même temps d'une organisation, on va dire peut-être d'une certaine bureaucratisation, ce qui peut avoir du bon, hein, avec un très grand souci de protection de l'épargne publique qui fait que la réglementation est très centrée autour de la lutte contre les abus de langage ou les revendications exagérées de finances durables. Tout ce qu'on appelle en anglais le greenwashing. Donc, ouais. la réglementation européenne qui se met en place, qui prolonge un peu ce qui avait été commencé par la France, est très orientée vers le greenwashing. La contrepartie de ça, c'est que ça demande énormément de reporting de la part des acteurs financiers. Donc c'est un très gros travail pour nous de détailler encore et toujours plus les propriétés extra-financières de nos investissements. Et ça va demander de plus en plus aux entreprises non financières, même les moyennes, même les petites, énormément d'informations sur ces critères extra-financiers. On demande déjà énormément d'informations d'entreprises sur l'aspect financier. Là, on va rajouter une couche qui je le conçois bien, pour les entreprises, surtout les plus modestes et les en taille, va être assez coûteux. Hein. Ça va prendre du temps. Peut-être qu'on a été un petit peu loin, je crois que ça va dans le bon sens, mais bon, attention de ne pas surcharger la barque en demande d'informations qu'on adresse aux entreprises. Oui, il faut arriver à avoir la bonne mesure entre vigilance sur le greenwashing et l'effet com de toutes ces démarches, et en même temps pas trop de contraintes pour les entreprises, surtout les petites structures, parce qu'il va falloir qu'on y aille quand même, oui. même les petits. Oui. C'est-à-dire au moins sur un socle de métriques communes. Alors qu'on n'est pas obligé d'aller sur 400 métriques tout de suite, c'est évident. En revanche, sur un socle assez clair de métriques communes, on a besoin qu'il y ait un minimum de standardisation pour pouvoir comparer. Et donc que ça soit les grandes, les petites, etc. Mais globalement, l'empreinte carbone, globalement, le taux de recyclage des déchets, ça c'est dans la dimension environnementale. Dans la dimension sociale, je trouve qu'on oublie de temps en temps c'est vrai, un peu trop. C'est vrai. Donc, mais par exemple, le taux d'indépendance au conseil d'administration, ou bien le ratio d'équité. Ce que c'est que le ratio d'équité, c'est la rémunération du dirigeant rapportée à la moyenne des rémunérations des salariés. Au moins que dans ces grandes métriques, on ait une standardisation pour pouvoir comparer entre elles. Et de manière générale... Sinon, on ne parle pas de la même chose. Sinon, on ne parle pas de la même chose. De manière générale, d'ailleurs, l'intégration des facteurs ESG est évidemment une grande demande dans le monde aussi bien institutionnel que dans le monde des personnes physiques. Hein. Il y a tous les appels d'offres, au moins aujourd'hui, dans le monde institutionnel, il y a une composante ESG. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une forte demande pour rendre encore plus concret les actions prises par le gérant. Et rendre plus concret, c'est notamment par la publication de métriques à but de reporting, clairement, mais aussi parfois à but de construction de portefeuille. C'est-à-dire, je m'engage à ce que systématiquement, ex ante, je n'ai pas un ratio d'équité au-delà de X, où j'ai une empreinte carbone qui diminue année après année de Y. Donc il nous semble que c'est important parce que ça rend les choses beaucoup plus concrètes que simplement une note ESG qui est, notamment pour les personnes physiques, c'est difficile à appréhender. Donc c'est même structurant en fait. Hein. Ça peut, si c'est bien fait, c'est... Exactement, c'est pas qu'un but de reporting. On est persuadé que, certes, il y aura un but de reporting, mais il y a aussi, on peut tout à fait mener des gestions où on s'engage ex ante, avant construction de portefeuille, à respecter une dynamique sur une certaine métrique continue dans le temps. D'accord sur le besoin quand même de standardiser un certain nombre de métriques. Oui, absolument, mais peut-être faut laisser faire un petit peu le marché spontanément, les différentes offres, avant d'imposer des mesures ou l'utilisation de mesures qui ne sont pas standardisées. On est un peu dans cette phase où les mesures ne sont pas encore standardisées, mais on en impose déjà l'usage. C'est un petit peu délicat. On voit d'ailleurs que... On prend le problème à l'envers ? Non, je pense qu'il fallait avancer, mais il y avait eu jusqu'à présent une sorte d'obligation de moyens des gérants d'actifs pour qu'ils se soucient de ces critères extra-financiers, qu'ils essayent d'améliorer les notes extra-financières de leur portefeuille. Là, on est passé très rapidement, mais peut-être un peu trop vite, à une obligation de résultat. Il faut maintenant avoir un bon bilan carbone. Mais en vérité, il y a quand même beaucoup de façons différentes de mesurer le carbone. Et peut-être qu'on a été un poil loin. Je crois que les choses iront de pair. Ça va pousser aussi à une amélioration de cette standardisation et de convergence des mesures des uns et des autres. D'accord, donc il y a encore un bon chemin à faire. Il y a quand même un gros travail pour objectiver et faire converger les différentes mesures des différents fournisseurs de ESG, de données extra-financières, qui eux-mêmes d'ailleurs sont en forte concentration. Il y a aussi là
un autre petit écueil. Il ne faudrait pas que ça tourne au monopole de une ou deux agences qui est le monopole, comme on l'a vu sur le marché du risque crédit. Oui. Je partage totalement ce point. D'ailleurs, au passage, il ne faut pas confondre la donnée brute de l'analyse. Les sociétés elles-mêmes vont publier des données brutes. Après, aux investisseurs eux-mêmes de faire l'analyse et pas simplement se reposer sur l'analyse des sociétés mentionnées par Philippe, où on sait que ça peut être quasiment un oligopole. Donc c'est dangereux. Mais c'est ça aussi qui est difficile à traiter. Si on sépare la donnée, la diffusion de la donnée de l'analyse, en gros, les analystes eux-mêmes, faites par les sociétés de gestion, pourront être menés à bien. Si évidemment on a l'ensemble, on ne pourra pas sectionner les deux travaux qui sont différents, la diffusion et l'analyse. D'accord, donc il y a encore donc des petits warnings quand même. C'est un processus, on n'est pas au bout. On commence, ça va dans le bon sens, mais ça sera un processus long, je pense, de standardisation, de cohérence des politiques d'investissement qu'on mène dans le cadre de ces politiques d'investissement durable. Vous l'envisagez là sur un horizon C'est de l'ordre de la décennie. Dans 2 décennies, je pense qu'on aura fait des pas de géant par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Le marché sera mieux structuré, les données seront plus claires, plus transparentes. Sans doute, on collectera moins de données. On est très très gourmand aujourd'hui. Il y a toujours une bonne cause à défendre. Alors donc, on rajoute énormément d'objectifs. Pensez pour les objectifs du développement durable de l'ONU, c'est 17 objectifs eux-mêmes déclinés sur plus, je crois, de 280 indicateurs spécifiques. C'est énorme. Nous, on ne peut pas, comme investisseur, ni en parler, ni suivre 280 objectifs. Donc tout ça va faut rationaliser un petit peu. Je pense se décanter progressivement. D'accord. Mais on sent quand même une injonction de plus en plus forte à destination des entreprises pour qu'elles aillent vers ces démarches ESG, ce type d'investissement aussi. Est-ce que demain, l'accès au financement sera conditionné d'une démarche ou pas? Là, c'est plus pour les petites entreprises, parce que les grandes entreprises ont déjà souvent enclenché ou des politiques RSE ou ont des initiatives, mais les petits, c'est pas toujours la priorité. Est-ce que demain, l'accès au financement dépendra aussi de cette initiative et de ces démarches-là? Oui, je pense qu'on n'en est pas là. Aujourd'hui, par exemple, quand les grandes entreprises empruntent sur le marché obligataire en obligations vertes ou en obligations autres, normales, il n'y a pas de différence de coût pour elles. D'accord. Néanmoins, et on le voit d'ailleurs curieusement, ça commence peut-être déjà par les petites entreprises ou moyennes, sur les marchés non cotés par exemple, de plus en plus, les investisseurs en actions non cotées ou qui financent de la dette vont demander une démarche aux petites et moyennes entreprises de prouver qu'elles ont un début de démarche, ou même des déclarations factuelles de performance sur les données extra-financières. Donc ça commence à venir et c'est qu'un début. Je crois que ça sera de plus en plus important. Oui, c'est ça. Donc il faut quand même que les entreprises, toutes les entreprises, Elles ne pourront pas faire l'impasse, je pense, sur ces déclarations. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, sur le marché obligataire, même coté, la part dans le marché primaire des obligations, que ce soit Green Bond ou Sustainalytics Bond, sous-entendu, ou bien le coupon, ou bien le remboursement, dépend d'un facteur extra-financier, alors à la hausse, c'est-à-dire que évidemment c'est pas si jamais il y a effectivement des guidelines qui sont bien respectés, augmente de plus en plus cette part-là. En gros, c'est aujourd'hui quasiment un tiers des obligations, et ça concerne aussi les petites entreprises. Et c'est normal, c'est une démarche assez vertueuse, c'est-à-dire je récompense celui qui va dans le bon sens, et de manière générale, la demande des investisseurs est très forte en la matière. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui, donc j'ai parlé du monde institutionnel avec les appels d'offres qui forcément ont une dimension ESG, mais du côté des personnes physiques, donc les fonds ouverts, que ce soit SICAV et fonds communs de placement, la dynamique de collecte sur les fonds qui intègrent des critères ESG, elle est 3-4 fois plus forte que la collecte sur les fonds classiques. Donc en fait, c'est l'offre et la demande vont se rencontrer et dans un cercle assez vertueux. Et donc c'est pour ça que on est persuadé que forcément une entreprise devra aussi répondre à la demande et se conformer aux meilleurs standards de marché. Et la même chose sur les politiques climat. Je veux dire que quand on a fait un partenariat avec le CDP, qui est donc l'ONG de référence sur les politiques climat pour les entreprises. En fait, il y a un cercle vertueux qui se met en place. C'est-à-dire que quand, par exemple, on traite la chaîne automobile, les grands producteurs d'auto sont obligés de tenir compte de la politique climat des pneumaticiens, parce que forcément, c'est l'ensemble de la chaîne qu'on doit regarder. Et les pneumaticiens sont obligés de tenir compte
des fournisseurs de matières premières, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça qu'on arrive aussi à des petites et moyennes sociétés qui répondent au CDP, parce que en cascade, on a encore une fois un cercle vertueux de clients. De la chaîne de valeur. Exactement, parce qu'il n'est pas question qu'on ne se préoccupe pas de notre fournisseur s'il fait des choses entre guillemets sales. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on est assez optimiste sur le fait que tout le monde réponde. Et alors comme d'habitude, une petite entreprise ne va pas répondre s'il y a une seule demande, et s'il y a 4 grands clients qui vont lui demander, elle va répondre, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça. Donc il y a quand même toute une pédagogie, un accompagnement, une sensibilisation à faire auprès de ces petites entreprises, ces petits fournisseurs. Oui. Et en même temps, il faut savoir que le consommateur aussi demande. Donc finalement, ce n'est pas que l'actionnaire, l'ensemble des parties prenantes. La régulation, la finance, mais au premier jeu, aussi les consommateurs qui demandent de plus en plus de transparence sur la manière dont les produits sont fabriqués, etc. Donc dans le monde industriel, évidemment, mais dans le monde financier aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et alors vous, en tant qu'acteur de cet écosystème-là, comment vous inscrivez-vous dans ces démarches-là? Quel est votre rôle? Comment l'assumez-vous? Qui répond en premier? Philippe? Donc, à GDR Mondial, on gère un peu plus de 100 milliards d'actifs, c'est-à-dire qu'on finance l'économie. On dit, mais que font les assureurs de l'épargne? On ne la met pas sur des étagères. Avec ça, on refinance l'économie. Pour l'essentiel, l'économie française, on a une certaine surpondération du financement des acteurs français, publics ou privés, mais aussi au-delà du reste de l'Europe, voire, par souci de diversification, du reste du monde. Sur ces 105 milliards d'euros, on déploie sur l'intégralité cette politique d'investisseurs responsables. On vérifie un peu le minimum, c'est-à-dire pas d'investissement dans les produits, les producteurs les plus polluants, et tout particulièrement le charbon, dans le cadre de notre politique climat. Favoriser au contraire les bonnes pratiques, notamment climatiques. On est gros investisseurs sur les green bonds. On a un portefeuille de plus de 4 milliards de green bonds. Et on exclut également le tabac pour des raisons de consensus international d'ailleurs et de sa nocivité reconnue pour la santé. Donc ça, c'est un peu un socle minimum. Également, comme investisseur responsable, on se donne comme mission de voter systématiquement aux assemblées générales des entreprises dont nous sommes actionnaires. Et derrière, ce vote est lui-même inspiré par ces idées d'investissement responsable. Ça, c'est la démarche générale pour les 100 milliards. Pour une partie plus spécifique offerte aux épargnants, notamment dans nos contrats en unité de compte de l'assureur, ou aussi pour la gestion des réserves de l'Agir Carco, dont nous gérons à peu près le quart, nous avons déployé une démarche encore plus exigeante que cette démarche générale. Ce sont nos fonds ISR. Là, sur les fonds ISR, on vérifie qu'on prend les meilleures entreprises, la moitié des meilleures entreprises, sur l'ensemble des critères E, S et G. On note les entreprises sur 30 critères, oui, donc c'est déjà beaucoup. Des marges très, très généralistes sur ces 3 critères. On a 10 milliards de fonds ISR qui sont gérés suivant ces principes, avec donc un cran d'exigence encore supplémentaire au dispositif général qu'on a mis en place pour l'ensemble des 100 milliards. D'accord. Et chez CPR? Donc au sein de CPRM, donc on gère nous à peu près 60 milliards d'euros, aussi bien en actions qu'en dette. Au passage, il faut avoir en tête je pense qu'il faut mobiliser la totalité des sources de financement, qu'elles soient en capital ou en dette. Et donc, on prend en compte l'ensemble des critères ESG sur la totalité des 60 milliards. Et on a même, d'ailleurs, au passage, la fameuse directive SFDR a obligé à classer l'ensemble des fonds, c'était le 10 mars dernier. Et on a 96% de nos fonds ouverts qui sont article 8, donc c'est ceux qui assurent la promotion des critères ESG, ou article 9, c'est encore plus exigeant, où on a un objectif durable, que ce soit la lutte contre le réchauffement climatique, que ce soit la lutte contre les inégalités ou la promotion de l'éducation. Donc c'est évident, on a en tête que le métier de gérant d'actifs, depuis quelques années, il a bien changé. C'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement regarder la partie financière, il faut regarder à 360 et l'ensemble des risques et opportunités au passage. Il y a beaucoup de risques à prendre en compte, mais il y a parfois aussi des opportunités à en tirer, sont issus aussi du monde de l'extra-financier. C'est d'abord évidemment important pour nous en tant que responsabilité de devoir fiduciaire, mais c'est aussi la demande de l'ensemble des clients, que ce soit le monde institutionnel ou le monde des personnes physiques. Et donc on a notamment, par exemple, on a développé sur la lutte contre le réchauffement climatique des fonds sur le climat. Donc on a pu collecter jusqu'à 1,5 milliard d'euros dessus.
Sur la lutte contre les inégalités, on a été un des premiers à lancer aussi un fonds. Parce que l'idée, c'est quoi? On sait très bien que même l'OCDE le montre, que ça peut être un facteur qui va limiter le potentiel de croissance des pays. On sait très bien qu'une croissance durable passe aussi par la lutte des inégalités. Donc, dans ce fonds-là, on privilégie les sociétés qui, pays après pays, font mieux que les autres dans ce domaine, que ce soit sur, évidemment, l'égalité salariale, l'égalité des genres, l'égalité d'accès à la formation, etc. Donc, il nous semble que c'est très important. Et derrière, d'ailleurs, on peut illustrer le propos, on s'engage ex ante à respecter les critères et on le monte ex post dans les reportings qu'on délivre. Donc, encore une fois, la dynamique est beaucoup plus forte sur l'intégration de ces facteurs ESG dans les fonds et bientôt, ça sera forcément quelque chose de commun à l'ensemble. Et il faut d'ailleurs, et le degré d'exigence ne va pas arrêter de monter. Mais tant mieux, parce qu'on a une urgence aujourd'hui, le GIEC l'a rappelé il y a quelques temps. On a un devoir d'alerte. On sait très bien qu'on n'a plus on n'a pas de minutes à perdre. Sur les 1,5 degrés, on a déjà dépensé entre guillemets 1,07 degrés. Donc depuis l'ère pré-industrielle. Donc c'est dramatique. Il faut à tout prix accélérer même les choses en mobilisant l'ensemble des sources de financement et d'ailleurs au passage l'ensemble aussi des secteurs. C'est-à-dire, certes, il faut effectivement limiter tout investissement dans le charbon, mais il faut aussi que le secteur énergétique soit sollicité et pour que le secteur énergétique bouge dans la bonne direction, que ce soit les énergies renouvelables ou l'hydrogène que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc beaucoup d'attentes et un message d'alerte, j'ai bien noté. Et il faut se saisir du sujet. Maintenant, ce serait pour le mot de la fin, le message à passer aux entreprises. C'est ce que vous attendez des entreprises aujourd'hui? Saisissez-vous de ce sujet-là? Pour les entreprises, on l'a un peu évoqué, ça va être plus d'efforts de reporting, parce que des fois, certaines ont déjà spontanément des bonnes pratiques. Alors les mauvaises pratiques, il faut carrément oublier, mais même ceux qui ont des bonnes pratiques, ça sera plus d'efforts, de déclarations, de transparence. Ça va être coûteux. Je pense que les acteurs autour des entreprises vont les aider. Peut-être le réseau de comptables, etc., va aider les entreprises petites et moyennes. Il y aura un gros effort à faire, au-delà des déclarations financières qu'on a demandé encore et toujours, de déclarations extra-financières. Mais ça vaut la peine, c'est un mouvement collectif et c'est un mouvement qui, individuellement, pour les entreprises, les aidera à mieux se financer sur les marchés ou en dehors des marchés. Ça vaut la peine et c'est urgent. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme.